Pendant la Seconde Guerre mondiale, plus d'un demi-million de femmes ont été déportées dans les camps de concentration nazis. Dans ces espaces d'extermination et de dégradation absolue, il n'y avait pas que des victimes. Il y avait aussi des bourreaux, des collaborateurs et des complices au sein même du système. Beaucoup d'entre eux ont été sélectionnés pour le travail forcé, les expériences médicales ou les tâches logistiques clés dans la machine de la mort. D'autres, transformés en gardiens du régime, ont imposé brutalement la terreur idéologique du Troisième Reich. Le genre n'offrait aucune protection ni excuse, seulement des rôles distincts au sein d'une structure conçue pour éliminer, exploiter ou contrôler. Quels secrets recèle l'histoire des femmes d'Auschwitz? Quel type de décisions ont-ils pris au sein de ce système? Et surtout, comment ont-ils été jugés, punis ou réduits au silence après l'effondrement du Reich? L'enfer derrière les barbelés, les femmes dans le système d'Auschwitz. Entre 1940 et 1945, Auschwitz est devenu non seulement le symbole le plus sombre de la terreur nazie, mais aussi le théâtre d'une machine d'extermination sans précédent dans l'histoire moderne. Au sein de ce complexe, les femmes étaient confrontées à une forme particulière de brutalité, systématique, calculée et conçue pour détruire non seulement leur corps, mais aussi leur identité en tant qu'êtres humains. Le complexe d'Auschwitz était divisé en 3 camps principaux interconnectés, chacun ayant des fonctions spécifiques au sein de la machine mortelle du Troisième Reich. Auschwitz Ier, établi en mai 1940 sur une ancienne caserne de l'armée polonaise, servait de centre administratif et de détention initiale. C'est ici que furent effectués les premiers essais avec le gaz Zyklon B, en utilisant des prisonniers soviétiques comme victimes expérimentales. Auschwitz II-Birkenau, construit à 3 km du camp d'origine, est devenu le véritable cœur du système d'extermination. Sa superficie, équivalente à 175 terrains de football, abritait la plupart des installations mortelles. 4 crématoires principaux avec chambres à gaz intégrées capables d'exterminer et de traiter des milliers de corps chaque jour. La section féminine de Birkenau, la plus grande de tout le complexe, occupait une zone entourée de barbelés électrifiés où s'entassaient des femmes venues de toute l'Europe. Finalement, Auschwitz III-Monowitz, créé en octobre 1942, représentait la fusion parfaite de l'extermination et de l'exploitation économique. À côté de l'usine de caoutchouc synthétique IG Farben, elle utilisait des prisonniers comme main-d'œuvre esclave jusqu'à ce qu'ils soient physiquement épuisés. Plus de 200 000 femmes furent déportées à Auschwitz entre 1942 et 1945. La moitié ne fut jamais enregistrée. Elles furent envoyées directement aux chambres à gaz après avoir débarqué des trains. Les survivants temporaires venaient de pratiquement tous les pays occupés. Pologne, Hongrie, France, Pays-Bas, Grèce, Italie, Yougoslavie et Union soviétique, entre autres. Leurs origines étaient aussi diverses que les raisons de leur arrestation. Des Juifs persécutés pour des raisons raciales, des Roms considérés comme racialement inférieurs, des résistants politiques, des lesbiennes qualifiées de déviantes, et même des femmes dont le seul crime était d'aider les personnes persécutées. La déportation massive a atteint son apogée au printemps et à l'été 1944, lorsque plus de 400 000 Juifs hongrois ont été transportés à Auschwitz en seulement 8 semaines. Plus de la moitié étaient des femmes et des filles. À cette époque, les machines d'extermination fonctionnaient avec une précision industrielle. Elles pouvaient traiter 12 000 personnes par jour depuis leur arrivée, jusqu'à ce que leurs cendres soient dispersées dans les étangs voisins. L'arrivée à Auschwitz a marqué le début d'un processus de déshumanisation soigneusement calculé. Après avoir débarqué des wagons de marchandises où elles avaient repassé des jours sans nourriture ni eau en quantité suffisante, les femmes ont été séparées des hommes. Sous les aboiements des chiens et les cris des gardes armés, ils se sont alignés pour faire face à la première décision concernant leur sort, la sélection. Les médecins SS, tels que Joseph Mengele, Heinz Thilo et Fritz Klein, décidaient, d'un simple mouvement de la main, qui vivrait temporairement et qui mourrait le jour même. Le critère était purement utilitaire. Des femmes jeunes et physiquement fortes à gauche pour le travail forcé, femmes enceintes, femmes âgées, mères avec de jeunes enfants ou malades à droite directement vers les chambres à gaz. Ce dernier n'a même pas reçu de numéro d'identification. Pour l'administration du domaine, ils n'ont jamais existé officiellement.
La caserne des femmes de Birkenau représentait un nouveau niveau de dégradation physique. Conçues à l'origine comme des écuries pour 52 chevaux, chaque bloc abritait entre 600 et 800 femmes. La surpopulation était telle qu'il était impossible de se coucher complètement pendant la nuit. Les lits étaient constitués de plateformes en bois où jusqu'à 8 femmes dormaient à chaque niveau sans matelas ni couverture suffisante, même pendant les rudes hivers polonais où la température descendait à 20 degrés en dessous de zéro. Les conditions sanitaires étaient pratiquement inexistantes. Les immeubles manquèrent de fenêtres adéquates, d'isolation thermique ou de système de chauffage. Un seul tonneau servait de latrine nocturne à des centaines de femmes et les toilettes extérieures étaient constituées de longues structures percées de trous au-dessus de tranchées ouvertes, sans intimité ni papier toilette. L'accès à l'eau était si limité que l'hygiène personnelle devenait presque impossible, transformant le simple fait de se laver le visage en un luxe. Ces conditions ont créé un environnement idéal pour la propagation des maladies. Le typhus, transmis par les poux qui infestaient les uniformes et les casernes, a causé plus de décès que les équipes nationales elles-mêmes à certaines périodes. La tuberculose, la dysenterie, les œdèmes dus à la malnutrition et diverses infections cutanées se propagent de manière incontrôlable, provoquant la mort lente des plus faibles. La nourriture ne méritait guère un tel nom. Le régime quotidien consistait en un liquide noir amer appelé café le matin, une soupe aqueuse avec des restes de légumes pourris à midi et une portion de pain noir avec une fine couche de margarine ou de confiture le soir. L'apport calorique total variait entre 700 et 1300 calories par jour, tandis que le travail forcé nécessitait au moins 2500 calories pour maintenir les fonctions corporelles de base. La malnutrition s'installa rapidement, aménorrhée généralisée, perte de masse musculaire, œdème, et enfin la condition connue sous le nom de musulman, un terme camp pour ceux qui, réduits à l'état de squelettes ambulants, avaient perdu toute réponse émotionnelle et étaient proches de la mort. Les tâches assignées aux femmes variaient selon les besoins du domaine et de l'industrie associée. Les plus chanceux travaillaient dans les cuisines, les blanchisseries ou les ateliers de couture du périmètre. D'autres furent envoyés dans les commandos extérieurs, des groupes de travail forcés dans les carrières, le drainage des marais ou la construction, où l'exposition aux éléments et le rythme effréné provoquaient une détérioration physique rapide. À partir de 1943, avec l'augmentation de la production d'armes, de nombreux prisonniers furent transférés dans des usines telles que Weichsel Union Metallwerke, filiale de Krupp. Là, pendant des quarts de 12 heures, ils fabriquaient des fusées pour obus d'artillerie dans des conditions de sécurité zéro, manipulant des substances toxiques sans protection. La discipline imposée aux femmes était basée sur un système de terreur constante. Les infractions, réelles ou imaginaires, étaient sanctionnées par des peines extrêmes. De rester debout pendant des heures sur l'esplanade du terrain, quel que soit le temps, à recevoir 25 coups de fouet sur un tréteau spécial. Les exécutions pour tentative d'évasion ou de résistance étaient effectuées en public, par pendaison ou par balle dans la nuque, les autres prisonniers étant obligés d'en être témoins. L'une des stratégies les plus perverses du système concentrationnaire était la création de hiérarchies internes parmi les victimes elles-mêmes. Les autorités nommaient les prisonniers capos, chefs de bloc ou superviseurs de travail. Ces femmes exerçaient un contrôle direct sur leurs semblables et recevaient en échange de petits privilèges, des rations supplémentaires, un meilleur logement ou simplement la chance de survivre un jour de plus. Expérience impitoyable. Les femmes victimes de la science nazie. Sous couvert de prétendues recherches médicales, les médecins du Troisième Reich ont utilisé des corps féminins comme matériel jetable pour tester des théories raciales, développer des méthodes de stérilisation de masse et tester de nouveaux médicaments, sans aucun égard pour la souffrance humaine. Dans cet univers médical déformé, 3 noms se sont distingués par leur implication directe dans des expériences sur des femmes: Karl Klauberg, Horst Schumann et Joseph Mengele. Chacun d'entre eux opérait en toute autonomie au sein du système concentrationnaire, soutenu par la hiérarchie nazie et financé par l'industrie pharmaceutique allemande. Karl Klauberg, un gynécologue renommé avant son association avec le régime nazi, est arrivé à Auschwitz en 1942 avec un objectif précis: développer une méthode de stérilisation de masse non chirurgicale qui pourrait être appliquée efficacement à des millions de femmes racialement indésirables,
Après avoir reçu l'autorisation directe d'Heinrich Himmler, il a établi son laboratoire dans le bloc 10 d'Auschwitz I, où il a injecté des irritants chimiques tels que le formaldéhyde, l'iode et le nitrate d'argent directement dans l'utérus de femmes juives et roms sans anesthésie. Ces substances ont provoqué une inflammation grave qui a bloqué de façon permanente les trompes de Fallope. Dans ses rapports à Himmler, Klauberg se vantait qu'une équipe de 10 médecins, utilisant sa technique, pouvait stériliser 1 millier de femmes par jour, une industrialisation du contrôle de la reproduction parfaitement alignée sur les objectifs d'ingénierie raciale du Troisième Reich. Au même moment, Horst Schumann expérimentait la stérilisation par radiation. Sa méthode consistait à exposer les organes reproducteurs d'hommes et de femmes à des doses massives de rayons X sans aucune protection, suivie d'une ablation chirurgicale des ovaires et des testicules pour étudier les effets histologiques, généralement sans anesthésie et avec des instruments non stérilisés. L'attrait de cette méthode pour le régime résidait dans son application potentiellement secrète. Elle permettrait de stériliser de grands groupes sans que les personnes concernées n'en soient conscientes avant des années. Joseph Mengele, le tristement célèbre ange de la mort, bien que surtout connu pour ses recherches sur les jumeaux, a consacré une attention considérable aux femmes enceintes, aux Roms et à ceux qui présentaient des caractéristiques physiques qu'il considérait comme anormales. Il sélectionnait personnellement ses sujets sur la rampe d'arrivée, provoquait des naissances prématurées pour des études anatomiques comparatives, injectait des colorants dans leurs yeux pour essayer de les bleuir conformément à l'idéal arien et effectuait des transfusions croisées entre jumeaux non apparentés. Leurs recherches manquaient de réelle valeur scientifique. Elles ne suivaient pas de protocole, ne maintenirent pas de groupes témoins adéquats et étaient conçues pour confirmer des préjugés raciaux préexistants. Ces 3 médecins faisaient partie d'un programme systématique qui répondait à des objectifs précis: le contrôle démographique des populations indésirables, la justification pseudo-scientifique des théories de supériorité raciale et le développement de produits pharmaceutiques utilisant des sujets humains disponibles sans restriction éthique ou légale. Les méthodes employées combinaient une cruauté calculée avec une efficacité bureaucratique. Les femmes sélectionnées ont été classées comme matériel expérimental, leurs corps étant réduits à des réservoirs d'organes, de fluides et de tissus destinés à être analysés. Les procédures les plus courantes comprenaient les injections intra-utérines de substances caustiques, l'exposition au rayonnement ionisant, l'ablation chirurgicale des organes reproducteurs, l'inoculation délibérée de maladies telles que le typhus ou le paludisme, et l'administration expérimentale de composés pharmaceutiques en cours de développement. La douleur causée était si intense que de nombreuses victimes ont perdu connaissance. D'autres ont développé des infections massives qui ont entraîné la mort en quelques jours. Ceux qui ont survécu ont conservé des séquelles permanentes: stérilité, douleurs chroniques, défiguration et dommages neurologiques irréversibles. Une dimension particulièrement inquiétante a été l'implication active des sociétés pharmaceutiques allemandes. Des entreprises comme IG Farben, un conglomérat qui comprenait Bayer, Hoechst et BASF, avaient des accords formels avec l'administration d'Auschwitz. Les documents historiques révèlent que Bayer a acheté des groupes spécifiques de prisonniers pour tester des médicaments en cours de développement, en payant environ 170 Reichsmark par personne. Un rapport interne récupéré après la guerre déclare avec une froideur clinique: « Les sujets sont morts pendant l'essai. Nous avons demandé un autre lot. » Cette collaboration a permis aux sociétés pharmaceutiques d'accélérer le développement de produits commerciaux sans les restrictions juridiques et éthiques auxquelles elles auraient été confrontées dans des conditions normales. Les femmes sélectionnées pour ces expériences étaient hébergées principalement dans le bloc 10 d'Auschwitz I, un bâtiment de 2 étages isolé du reste du camp par de hauts murs et dont les fenêtres étaient couvertes pour empêcher la vision extérieure. Cet espace fonctionnait comme un laboratoire humain permanent, dirigé par des médecins SS, des infirmières allemandes et des prisonniers ayant suivi une formation médicale, contraints de participer sous la menace de mort. Les victimes quittèrent rarement le bâtiment, sauf pour être transférées au crématorium lorsque les expériences étaient terminées ou lorsque leur détérioration physique les rendait inutilisables pour des recherches ultérieures. Malgré les efforts déployés pour détruire les preuves avant la libération du camp,
Une documentation importante a été récupérée. Des dossiers médicaux détaillés avec des photographies et des mesures anthropométriques, des enregistrements de réactions au traitement, des rapports d'autopsie, des photographies de procédures, des échantillons biologiques conservés dans du formol et de la correspondance entre des médecins et diverses institutions scientifiques allemandes. Ces dossiers documentent avec une précision clinique l'ampleur de l'horreur. Sur environ 3000 femmes passées par le bloc 10, le taux de mortalité variait de 65% à 85%, selon le type d'expérience. Les anges de la mort, les gardes SS d'Auschwitz. La machine de mort d'Auschwitz n'était pas exclusivement actionnée par des mains masculines. Entre 1942 et 1945, environ 200 femmes allemandes ont servi comme Aufseherinnen ou gardes SS dans le complexe. Ces femmes, loin d'adoucir le régime concentrationnaire avec une sensibilité prétendument féminine, sont devenues des bourreaux aussi impitoyables que leurs homologues masculins, démontrant que la brutalité du système nazi transcendait les barrières de genre. Le recrutement de gardes féminines s'est intensifié en 1942, lorsque l'expansion du système des camps de concentration a coïncidé avec l'augmentation des besoins militaires sur les fronts de bataille. Les candidats venaient principalement de la classe ouvrière et de la petite bourgeoisie allemande, employés de bureaux, vendeurs, infirmières et femmes au foyer. Peu d'entre eux avaient fait des études supérieures ou avaient une expérience préalable des structures militarisées. Mais tous ont subi un endoctrinement idéologique intensif au camp d'entraînement de Ravensbrück. Pendant environ 2 mois, ils ont reçu une formation sur l'idéologie nationale-socialiste, les techniques de surveillance et les méthodes disciplinaires. Ils ont appris à manier le fouet, à effectuer des fouilles corporelles, à détecter des objets interdits et à participer à des sélections. Les plus efficaces furent envoyés à Auschwitz-Birkenau, où opérait la plus grande section féminine du système concentrationnaire nazi. À l'intérieur d'Auschwitz, les gardes étaient intégrés dans une structure hiérarchique définie. Au sommet se trouvait l'Oberaufseherin, ou gardienne en chef, un poste occupé principalement par Maria Mandel. Sous son commandement fonctionnaient les Rapportführerinnen, officiers de rapport, les Blockführerinnen, commandants de caserne, et les Kommandoführerinnen, superviseurs de groupes de travail. Bien qu'ils ne fassent pas officiellement partie de la SS, une organisation qui n'admettait que des hommes, ils opéraient sous son autorité directe. Ils ne portaient pas d'armes à feu, mais disposaient de fouets, de gourdins et de chiens dressés comme instruments de contrôle. Les tâches quotidiennes des gardiens couvraient tous les aspects du camp. Ils supervisaient les décomptes du matin et du soir, où les prisonniers restaient immobiles pendant des heures, quel que soit le temps. Ils escortaient les commandos de travail jusqu'aux usines ou aux carrières, en maintenant un rythme épuisant. Ils surveillaient la distribution de nourriture et à effectuer des inspections surprises dans les casernes. Leur rôle le plus sinistre était évident lors des sélections, où ils forcèrent les femmes à se déshabiller pour un examen médical, puis les escortaient jusqu'aux chambres à gaz. De tous les gardes qui ont servi à Auschwitz, Irma Grese est devenue le symbole de cette brutalité féminine. Née en 1923, elle rejoint la SS à seulement 19 ans après une tentative infructueuse de formation d'infirmière. À Auschwitz-Birkenau, elle devient rapidement responsable du camp de femmes, où elle développe ses propres méthodes de torture. Grese utilisait un fouet fabriqué sur mesure avec lequel elle frappait principalement les seins et les parties génitales des prisonniers. Leurs bottes, fabriquées par des cordonniers emprisonnés, étaient dotées de renforts métalliques au niveau des orteils pour maximiser les dégâts. Ils choisissaient régulièrement des jeunes femmes attirantes pour les humilier particulièrement, dans ce qui semblait être un mélange de sadisme et de jalousie. Des témoignages d'après-guerre décrivent son plaisir visible à voir souffrir les autres et sa présence volontaire aux exécutions. Sa jeunesse et son apparence nordique contrastaient fortement avec son comportement, ce qui lui valut le surnom de « belle bête » parmi les prisonniers. Maria Mandel représentait un autre type de cruauté, systématique, froide et bureaucratique. Née en 1912, elle était plus âgée et plus expérimentée que la plupart des gardiens. Avant d'arriver à Auschwitz en 1942, il avait servi à Lichtenburg et à Ravensbrück, où il avait perfectionné ses méthodes administratives. Il gardait une apparence professionnelle et distante, participant rarement personnellement aux coups, mais signait régulièrement des ordres de punition qui entraînaient la torture ou la mort.
Sa spécialité était la sélection. D'un simple geste, il déterminait qui vivrait ou qui mourrait. On estime que plus de 500 000 femmes ont été envoyées dans les chambres à gaz sous sa supervision directe. L'une de ses initiatives les plus dérangeantes fut la création de l'Orchestre des femmes d'Auschwitz, un groupe de prisonnières qui jouait à l'arrivée des convois ou pendant que des colonnes de travailleurs marchèrent vers les usines. Cette juxtaposition de musique classique et d'extermination de masse illustre la perversion culturelle du nazisme. La tenue des gardes était un élément important de leur autorité. Elles ne portaient pas l'uniforme noir SS réservé aux hommes, mais un uniforme bleu-gris composé d'une jupe jusqu'aux genoux, d'un chemisier, d'une veste croisée et d'une casquette. Ils portaient des insignes indiquant leur rang et l'emblème de l'aigle avec la croix gammée. Beaucoup ont complété cet uniforme de base avec des bottes en cuir noir jusqu'aux genoux et des gants assortis, créant une esthétique intimidante. La canne ou le fouet qu'ils portaient servaient d'extension physique de leur pouvoir et d'instrument de punition immédiate. La transformation de citoyens ordinaires en gardiens brutaux révèle le pouvoir de l'idéologie et de l'environnement institutionnel pour façonner le comportement humain. Plusieurs facteurs ont contribué à cette métamorphose morale. Un endoctrinement idéologique intensif qui a normalisé la violence contre les ennemis du Reich, la structure hiérarchique qui a dilué la responsabilité individuelle, l'isolement géographique et social qui a créé un univers avec ses propres règles, pouvoir absolu sur des êtres déshumanisés, et un système d'incitation qui récompensait la cruauté et punissait la compassion. Les gardes non seulement suivaient les ordres, mais développaient également leurs propres initiatives pour démontrer leur loyauté et leur efficacité. Ils rivalisaient entre eux pour gagner l'approbation de leurs supérieurs, concevaient des punitions innovantes et s'assuraient que leurs subordonnés appliquent les mesures les plus sévères. Cette compétition interne a constamment radicalisé le système, le conduisant à des niveaux de violence de plus en plus extrêmes. Le mythe de l'après-guerre selon lequel les femmes n'auraient participé au système nazi que sous la contrainte ou par ignorance a été complètement réfuté par les preuves historiques. Les Aufseherinnen d'Auschwitz n'étaient pas des automates sans volonté, mais des agents actifs qui choisissaient à plusieurs reprises la cruauté lorsque d'autres options étaient disponibles. Il existe des cas documentés de gardes qui ont demandé des mutations ou modéré leur comportement sans subir de conséquences graves, ce qui démontre qu'il y avait une marge de choix même au sein du système. À l'approche de l'Armée rouge en janvier 1945, les gardes participèrent à l'évacuation du camp et au tristement célèbre « Marche de la mort » vers l'ouest. Des milliers de prisonniers faibles et malades ont été contraints de marcher dans des conditions hivernales extrêmes, sans nourriture ni abri adéquat. Les gardes, craignant d'être capturés pendant que le camp était en activité, se montrèrent particulièrement vicieux durant cette phase finale, exécutant sommairement ceux qui ne pouvaient pas suivre le rythme. Après la défaite nazie, de nombreuses gardes féminines ont tenté de disparaître dans la population civile allemande, changeant de nom et détruisant leurs uniformes et leurs pièces d'identité. Cependant, les efforts systématiques des forces alliées, combinés aux témoignages des survivants, ont permis d'identifier et de capturer les principaux auteurs, qui seront plus tard traduits en justice devant divers tribunaux internationaux et nationaux. Entre amour et ordre, les relations interdites à Auschwitz. Dans l'univers rigide d'Auschwitz, où chaque aspect de l'existence était réglementé par l'idéologie raciale nazie, les relations personnelles entre les gardes et les prisonniers constituaient l'une des transgressions les plus graves possibles. Les lois de Nuremberg de 1935 avaient explicitement criminalisé les contacts intimes entre Aryens et Juifs, les qualifiant de contamination raciale, Rassenschande, et les punissant de peines pouvant aller jusqu'à la mort. Au sein du système concentrationnaire, ces interdictions sont devenues encore plus sévères, créant un cadre dans lequel tout lien personnel franchissait de multiples lignes interdites. La ségrégation raciale représentait le noyau idéologique du nazisme. Le régime avait bâti toute sa légitimité sur la prétendue nécessité de protéger la pureté du sang allemand contre les influences corruptrices, notamment juives. Heinrich Himmler, en tant que Reichsführer SS, avait émis des directives spécifiques interdisant tout contact personnel entre les membres SS et les prisonniers, en particulier si ces derniers appartenaient à des races inférieures. Ces ordres ne reflétaient pas seulement des préoccupations concernant la discipline militaire, mais incarnaient également la vision eugénique du régime.
Le personnel d'Auschwitz a reçu des instructions explicites lors de sa formation. Les prisonniers devaient être traités comme des objets et non comme des êtres humains. Toute empathie ou traitement préférentiel serait considéré comme une trahison idéologique et une faute disciplinaire grave. Ces règles étaient régulièrement renforcées par des briefings, des inspections surprises et un système de surveillance interne où les gardes se surveillaient mutuellement. Cependant, la réalité quotidienne des campagnes a généré des situations où ces barrières sont devenues floues. Les membres du personnel SS et les femmes détenues cohabitaient dans des espaces communs pendant de longues périodes. Dans certains domaines, comme les bureaux administratifs, les ateliers de confection ou les buanderies du personnel, des contacts réguliers et moins surveillés ont créé des opportunités d'interaction non réglementées. C'est dans ce contexte qu'ont émergé plusieurs cas documentés de relations qui, tout en se développant dans des conditions extrêmes d'inégalité, défiaient les strictes interdictions raciales du système. Le cas le plus largement documenté est celui de Franz Wunsch et Elena Citronova, une histoire qui a émergé pendant les procès d'après-guerre et qui illustre les complexités morales et émotionnelles qui peuvent surgir même dans l'environnement le plus déshumanisant. Wunsch, un Autrichien né en 1922, a rejoint la SS après l'Anschluss et a été stationné à Auschwitz en 1941. En tant qu'Unterscharführer, sergent, il a été affecté au Commando Canada, la section où les biens confisqués aux déportés étaient triés. Elena Citronova, une jeune femme juive slovaque née en 1922, est arrivée à Auschwitz en 1942 dans l'un des premiers convois en provenance de Slovaquie. Après avoir survécu à la sélection initiale, elle fut également affectée au Commando Canada, où les conditions, bien que terribles, étaient légèrement meilleures que dans d'autres sections du camp. Le travail à l'intérieur, l'accès occasionnel à des vêtements ou à de la nourriture cachée parmi les effets confisqués et une moindre exposition aux éléments ont légèrement amélioré les chances de survie. Le premier contact significatif entre les deux hommes eut lieu lors d'une fête d'anniversaire pour un officier SS en 1942. Elena, qui était chanteuse avant sa déportation, fut obligée d'interpréter des chansons pour divertir le personnel. Sa voix attira l'attention de Wunsch et il commença à lui montrer un traitement différentiel, des rations supplémentaires, une exemption occasionnelle de tâches plus difficiles, une protection des autres gardes. Cette situation s'est intensifiée en 1943, lorsqu'un nouveau transport a amené la sœur d'Elena, Rosa, avec ses 2 jeunes enfants et son mari, à Auschwitz. Suivant le protocole standard, les enfants et le mari ont été envoyés directement dans les chambres à gaz. Désespérée, Elena écrivit une note à Wunsch pour implorer la vie de sa sœur. Dans un acte extraordinaire au sein du système, Wunsch a localisé Rosa parmi les personnes sélectionnées pour l'extermination et a réussi à la transférer au Commando Canada, la sauvant d'une mort immédiate. Cet acte, qui violait directement la chaîne de commandement et les protocoles du camp, démontrait un lien qui transcendait la relation normale entre le gardien et le prisonnier. Au cours des mois suivants, Wunsch a continué à protéger les 2 sœurs, leur fournissant de la nourriture supplémentaire et leur assignant des tâches moins exigeantes. D'autres gardiens et prisonniers ont remarqué cette situation, générant tension et suspicion. Wunsch lui-même a été averti à plusieurs reprises par ses supérieurs au sujet de son comportement inapproprié. La véritable nature de la relation entre Wunsch et Elena a fait l'objet d'un débat historique. Lors du procès de Wunsch à Vienne en 1972, Elena a témoigné qu'il avait exprimé des sentiments amoureux à son égard, mais que la relation n'avait jamais été consommée physiquement. Elle a raconté comment il lui avait avoué qu'il souhaitait que la guerre se termine pour pouvoir la ramener chez sa mère. À la campagne, même ces expressions d'affection représentaient une transgression radicale des normes raciales et institutionnelles. Ce qui rend cette affaire particulièrement significative, c'est sa documentation ultérieure. Après la guerre, Wunsch fut jugé pour sa participation à Auschwitz. Elena et sa sœur Rosa ont témoigné en sa faveur, décrivant comment il les avait protégés au péril de sa propre sécurité. Bien qu'il ait participé à l'appareil d'extermination, le tribunal a considéré ses actions comme des circonstances atténuantes. Wunsch fut condamné à la prison, mais sa peine fut considérablement plus légère que celle des autres officiers SS de rang similaire. Le cas Wunsch-Citronova n'était pas unique, bien qu'il fût exceptionnel en raison de sa vaste documentation.
Les archives du camp et les témoignages d'après-guerre mentionnent d'autres situations similaires, bien qu'avec moins de détails. Un SS identifié comme Alois H. a été transféré du camp après qu'il a été découvert qu'il livrait régulièrement de la nourriture à un prisonnier polonais. Un officier administratif, Wilhelm R., a été rétrogradé et envoyé sur le front russe après que ses collègues ont signalé un comportement trop familier avec un prisonnier juif travaillant dans les bureaux. La réponse officielle à ces transgressions variait en fonction des circonstances, de la position hiérarchique de la personne impliquée et des relations qu'elle pouvait avoir. Les sanctions documentées comprenaient des transferts disciplinaires vers des unités de combat au front, une rétrogradation et une perte de privilèges, une détention dans des installations SS et, dans les cas graves, des poursuites officielles pour déshonneur racial, pouvant entraîner de longues peines de prison, voire l'exécution. Pour les femmes détenues concernées, les conséquences étaient invariablement plus graves, contrairement au personnel SS qui pouvait manipuler le système bureaucratique ou bénéficier de la protection de ses supérieurs. Les prisonnières n'avaient aucun droit à l'intérieur du camp. Les sanctions les plus courantes comprenaient le transfert vers des sections disciplinaires, l'assignation au couloir de la mort, les châtiments corporels publics et, dans les cas impliquant des relations sexuelles avec du personnel allemand, en particulier des femmes juives, l'exécution était la réponse habituelle. Il est crucial d'analyser ces relations sous l'angle du déséquilibre structurel du pouvoir. À Auschwitz, les officiers SS contrôlaient littéralement la vie et la mort des prisonniers. Des concepts tels que consentement ou caractère volontaire perdent leur sens traditionnel. Toute relation développée sous contrainte implicite ou explicite, quelles que soient les intentions ou les sentiments du gardien impliqué. Pour les prisonniers, ces relations représentaient avant tout des stratégies de survie. Dans un environnement conçu pour l'extermination, où la mort était l'horizon par défaut, établir des liens avec des personnes au pouvoir pouvait faire la différence entre la vie et la mort. Une ration de nourriture supplémentaire, une couverture supplémentaire pendant l'hiver ou simplement éviter d'être sélectionné pour les chambres à gaz étaient des avantages cruciaux. Même dans les cas où des sentiments authentiques ont émergé, comme cela s'est peut-être produit avec Elena Citronova, ils se sont développés dans un contexte profondément déformé. La gratitude pour des actes d'humanité fondamentaux, la dépendance absolue et l'isolement extrême ont créé des dynamiques psychologiques complexes qui ne peuvent être comparées à des relations dans des circonstances normales. La résistance invisible, les femmes dans le Sonderkommando et les rébellions. À Auschwitz-Birkenau, où le pouvoir nazi semblait absolu, a eu lieu l'un des actes de résistance les plus extraordinaires de la Seconde Guerre mondiale. Le 7 octobre 1944, alors que le Troisième Reich commençait à s'effondrer sur les fronts, un groupe de prisonniers du Sonderkommando accomplit l'impensable. Ils détruisirent partiellement le crématorium 4 et tuèrent plusieurs gardes SS avant d'être écrasés. Cette rébellion, seule insurrection armée réussie au sein d'un camp d'extermination nazi, n'aurait pas été possible sans la participation cruciale d'un groupe de prisonnières dont le rôle est souvent resté secondaire dans les récits historiques. Le terme Sonderkommando ou commando spécial désignait des groupes de prisonniers juifs contraints d'accomplir les tâches les plus horribles du processus d'extermination. Guider les victimes vers les chambres à gaz, retirer les cadavres après le gazage, retirer les dents en or, couper les cheveux pour un usage industriel, transporter les corps vers les crématoires et jeter les cendres dans les rivières et les étangs voisins. Ces hommes n'étaient pas des collaborateurs volontaires, mais des individus sélectionnés sous la menace d'une mort immédiate, contraints de traiter les corps de leurs propres compatriotes et des membres de leur famille. L'administration SS maintenait ces prisonniers dans des conditions d'isolement extrêmes. Ils vivaient dans des baraquements séparés, souvent enchaînés ensemble la nuit, sans aucun contact avec le reste du camp. Ils recevaient de meilleures rations, non pas comme un privilège, mais comme une nécessité opérationnelle pour maintenir la force physique nécessaire à leur travail horrible. La caractéristique la plus troublante du système était sa temporalité prédéterminée. Les SS éliminaient périodiquement ces groupes entiers pour effacer les témoins directs de l'extermination. Les membres du Sonderkommando savaient que, quelle que soit leur obéissance, ils seraient exécutés après 3 ou 4 mois de service.
Cette certitude d'une mort imminente a créé une situation psychologique unique où la rébellion, bien qu'apparemment suicidaire, est devenue le seul moyen de mourir dans la dignité. En octobre 1944, les hommes du Sonderkommando avaient commencé à organiser une insurrection, mais ils se heurtaient à des obstacles apparemment insurmontables. Ils manquaient d'armes, étaient constamment surveillés, et leurs installations étaient situées sur le périmètre le plus étroitement contrôlé du camp. C'est ici que le rôle des femmes détenues devient décisif. À quelques kilomètres des crématoires, l'usine de munitions Weichsel Union Metallwerk, filiale de Krupp, était en activité et des centaines de prisonnières travaillaient pendant des heures épuisantes à la fabrication de matériel de guerre pour le Reich. Sous une surveillance constante mais moins intensive que dans le camp principal, certaines de ces femmes avaient accès à de la poudre à canon pour charges explosives, un matériel hautement gardé mais indispensable à toute tentative de rébellion. 4 femmes se sont distinguées dans cette opération clandestine: Roja Robota, Alla Gertner, Regina Safirstein et Esther Weisblum. Roja, un juif polonais né à Ciechanów, avait été actif dans les organisations de jeunesse sionistes avant la guerre et avait maintenu des contacts avec les mouvements de résistance au sein du camp. En tant que surveillante dans l'entrepôt de vêtements pour femmes assassinées, elle disposait d'une certaine liberté de mouvement qui allait s'avérer cruciale. Alla, Regina et Esther travaillaient directement dans l'usine de munitions, à des postes qui leur permettaient un accès limité à de petites quantités d'explosifs. Pendant des mois, ces femmes ont développé un système ingénieux pour extraire et faire passer en contrebande de la poudre à canon. Ils en cachaient de minuscules quantités dans les coutures des vêtements, les ourlets des chemisiers et même dans les cavités de leur corps lors des fouilles. La poudre à canon était transférée par une chaîne d'intermédiaires jusqu'à ce qu'elle atteigne la caserne du Sonderkommando, où elle était stockée dans des boîtes de conserve vides et des chiffons humides pour éviter les explosions accidentelles. Le risque pris par ces femmes était incalculable. La découverte d'une quantité même minime de poudre à canon aurait entraîné la torture pour obtenir les noms et l'exécution publique des personnes impliquées et de toute personne qui leur était associée. La communication entre les membres du Sonderkommando et les femmes de l'usine illustre la créativité de la résistance. Ils utilisaient des messages cachés dans les poubelles, des panneaux pendant les trajets domicile-travail, et parfois des notes écrites en yiddish ou en polonais cachées dans les coutures des vêtements qui passaient à la blanchisserie du camp. Le 7 octobre 1944, la conspiration fut précipitée par l'arrivée de l'ordre de transférer 300 membres du Sonderkommando. Par expérience, ils savaient que « transfert » signifiait une exécution imminente. Le soulèvement, initialement prévu pour une date ultérieure, a dû être avancé. À l'aide de grenades improvisées fabriquées à partir de poudre à canon de contrebande, ils ont attaqué les gardes du crématorium 4 et ont fait exploser une charge dans le four principal, le désactivant partiellement. La rébellion s'est propagée rapidement. Dans le chaos initial, les prisonniers du crématorium 2 se sont également soulevés, utilisant des outils comme armes improvisées. Le SS Unterscharführer Willy Fries a été tué, tandis que d'autres gardes ont été blessés. Un petit groupe de prisonniers a réussi à couper les barbelés et à s'échapper temporairement, bien qu'ils aient été repris et exécutés dans les jours suivants. La réponse des SS fut immédiate et brutale. Des renforts armés ont encerclé les crématoires et ont réprimé le soulèvement en quelques heures. Environ 250 membres du Sonderkommando ont été exécutés sur place ou dans les jours suivants. Cependant, le crématorium 4 fut considérablement endommagé et ne fut jamais remis en service, réduisant la capacité d'extermination du camp à un moment critique où les nazis accéléraient les exécutions face à l'avancée soviétique. Après avoir écrasé la rébellion, les SS ont lancé une enquête exhaustive pour identifier tous les participants, en particulier les fournisseurs d'explosifs. Grâce à la torture systématique, aux interrogatoires et aux dénonciations forcées, ils ont finalement identifié les 4 principales femmes impliquées dans la contrebande de poudre à canon. Roja Robota a été arrêtée en premier, suivie par Alla Gertner, Regina Safirstein et Esther Weisblum. Ils furent emmenés au redoutable bloc 11 d'Auschwitz I, connu sous le nom de bloc de la mort, où le département politique, la Gestapo du camp, menait des interrogatoires et des tortures.
Pendant des semaines, ils ont été soumis à des séances brutales pour extraire les noms d'autres collaborateurs. Malgré d'extrêmes souffrances, ils ont réussi à protéger de nombreux complices en limitant leurs aveux et en assumant l'essentiel de la responsabilité. Le 6 janvier 1945, quelques semaines avant la libération du camp par les troupes soviétiques, les 4 femmes furent pendues en public. L'exécution a eu lieu dans le dernier appel, formation, du camp de femmes, avec des milliers de prisonnières forcées d'y assister en guise d'avertissement final. Selon des rapports ultérieurs, les derniers mots de Roja Robota furent « Nekama » vengeance en hébreu, un cri qui symbolisait la détermination à résister jusqu'au dernier souffle. La révolte du Sonderkommando est largement documentée dans diverses sources. Les rapports allemands immédiats, récupérés après la guerre, mentionnent une émeute qui a nécessité des mesures spéciales et inclut des listes de victimes et de dommages structurels. L'enquête soviétique après la libération du camp a documenté des dommages au crématorium 4 et a récupéré des restes d'engins explosifs improvisés. En outre, plusieurs documents enterrés par des membres du Sonderkommando ont été découverts dans les années qui ont suivi la guerre, confirmant les détails de la planification et de l'exécution du soulèvement. Les cartes et les plans d'Auschwitz-Birkenau montrent la distance importante entre l'usine de munitions et les crématoires, soulignant l'effort logistique extraordinaire requis pour faire passer clandestinement des matières explosives à travers de multiples points de contrôle. Le crématorium 4 était situé à l'extrémité ouest de Birkenau, tandis que l'usine était située à l'est du complexe principal, ce qui impliquait de transporter de la poudre à canon sur pratiquement tout le périmètre du camp. L'importance de cette rébellion va au-delà de son succès militaire limité. Il s'agissait d'un acte d'affirmation humaine au cœur même d'un système conçu pour nier toute humanité à ses victimes. Il a démontré que même dans des conditions d'oppression extrême et face à une mort certaine, la résistance était possible. Chaque gramme de poudre à canon introduit en contrebande, chaque message secret échangé, chaque grenade improvisée constituait une négation de la prétention nazie à un contrôle absolu. La contribution des femmes à la résistance à Auschwitz ne s'est pas limitée à la contrebande d'explosifs. Il y eut d'autres formes d'opposition, moins dramatiques mais tout aussi significatives dans le contexte rural. De nombreuses femmes participaient à des réseaux d'entraide qui partageaient de la nourriture, des médicaments ou des informations, contredisant ainsi la logique individualiste que le système tentait d'imposer. Certains ont risqué leur vie pour documenter des crimes, comme les membres du groupe Krakowa, qui conservaient des archives secrètes d'expériences médicales, ou les employés administratifs qui copiaient des documents pour les utiliser ultérieurement lors de procès. La résistance culturelle était tout aussi importante. Les prisonniers ayant reçu une formation pédagogique organisaient des séances clandestines où ils récitaient de la poésie, enseignaient des langues ou discutaient de littérature, préservant ainsi un espace mental indépendant du contrôle nazi. Ces activités, bien que apparemment modestes, représentaient une affirmation de l'identité et de l'humanité dans un environnement conçu pour détruire les deux. Après Auschwitz, procès, verdict et peine. Avec la défaite du Troisième Reich en mai 1945, les crimes commis à Auschwitz-Birkenau sont progressivement apparus dans la conscience mondiale. Pour les puissances alliées et les États nouvellement libérés, un défi sans précédent s'est posé. Comment rendre justice à des crimes d'une telle ampleur? Quel cadre juridique pourrait englober le meurtre industrialisé de millions de personnes? Et concrètement, comment poursuivre les femmes qui ont activement participé à ces crimes? Entre 1945 et 1949, diverses procédures judiciaires ont été menées contre le personnel féminin d'Auschwitz, mettant en œuvre différents cadres juridiques selon la juridiction, les accusés spécifiques et les preuves disponibles. Ces procès visaient non seulement à punir les auteurs individuels, mais aussi à établir un historique et à créer des précédents juridiques pour de futurs cas de crimes contre l'humanité. L'un des procès les plus importants fut celui d'Auschwitz, qui s'est tenu à Cracovie, en Pologne, entre novembre et décembre 1947. Le tribunal national suprême polonais a jugé 40 anciens membres du personnel du camp, dont 6 femmes qui avaient servi comme gardes SS. Les accusés étaient accusés de participation à l'appareil criminel du camp, de sélection de prisonniers destinés à l'extermination,
d'application de peines mortelles et de complicité de génocide. Le tribunal a appliqué un cadre juridique combinant le droit polonais traditionnel avec les principes émergents du droit international sur les crimes de guerre et les crimes contre l'humanité. Parmi les accusés les plus célèbres se trouvait Maria Mandl, qui avait servi comme Oberaufseherin du camp de femmes de Birkenau. Le tribunal l'a reconnue coupable de tous les chefs d'accusation et l'a condamnée à mort. La sentence fut exécutée par pendaison le 24 janvier 1948 à la prison de Montelupich à Cracovie. Thérèse Brandl, une autre garde jugée à Cracovie, avait servi à Auschwitz et dans d'autres camps. Les dossiers judiciaires documentent son implication directe dans les sélections et l'administration de châtiments corporels qui se sont souvent avérés fatals. Brandl fut également condamnée à mort et exécutée avec Mandl. Louise Danz, qui avait servi comme surveillante de caserne à Birkenau, a été accusée de faits similaires, mais a été condamnée à la prison à vie en raison de preuves moins concluantes de son implication directe dans les meurtres. Après avoir purgé une dizaine d'années de prison, elle fut libérée en 1957 pour raisons médicales, une décision qui suscita une vive controverse en Pologne. Le procès de Cracovie a établi des précédents importants. Il a rejeté l'argument selon lequel les femmes n'étaient que de simples subordonnées suivant des ordres, affirmant que même dans les structures hiérarchiques, il y avait de la place pour des choix moraux individuels. Elle a méticuleusement documenté la manière dont les gardiens outrepassaient fréquemment leurs instructions officielles, développant leurs propres méthodes de brutalité, et a établi que les crimes commis à Auschwitz constituaient une catégorie spéciale qui transcendait les crimes communs. Au même moment, les procès de Bergen-Belsen, 17 septembre, 17 novembre 1945, se déroulaient à Lunebourg, en Allemagne, menés par un tribunal militaire britannique. Bien que centré sur les crimes commis à Bergen-Belsen, ce procès incluait des accusations pour des actions commises à Auschwitz, car de nombreux membres du personnel ont été transférés entre les deux camps lors des évacuations de 1944-1945. Irma Grese était l'accusée principale dans ce procès. Le tribunal l'a reconnue coupable de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité et l'a condamnée à mort. Elle fut exécutée par pendaison le 13 décembre 1945 à la prison de Hamelin. À 22 ans, Grese est devenu le plus jeune criminel de guerre exécuté en vertu du droit international moderne. Le processus judiciaire britannique a mis l'accent sur la documentation visuelle et matérielle des crimes. Des photographies officielles des accusés en action, des uniformes SS récupérés et des armes utilisées pour la punition ont été présentées. Cette approche médico-légale a créé des précédents importants pour les futurs tribunaux chargés des crimes de guerre, en établissant des normes de preuve pour les atrocités de masse. En plus de ces procès majeurs, de nombreux gardes ont dû faire face à des tribunaux inférieurs ou à des procédures de dénazification dans diverses juridictions alliées. Les Spruchkammern, chambres de dénazification allemandes, ont poursuivi de nombreuses gardes féminines de rang inférieur, ce qui a généralement donné lieu à des sanctions administratives telles que des interdictions d'emploi dans la fonction publique ou des amendes. Les poursuites judiciaires contre le personnel féminin d'Auschwitz ont été confrontées à des défis particuliers. Un vide juridique partiel, car les codes pénaux traditionnels ne couvraient pas les crimes de cette ampleur, la destruction de nombreuses preuves matérielles lors de l'évacuation du camp, et les complexités linguistiques et psychologiques des témoignages, qui ont nécessité une traduction entre plusieurs langues et des considérations sur le traumatisme des témoins. Pour surmonter ces obstacles, les tribunaux ont développé des méthodologies innovantes. Ils ont combiné les principes juridiques nationaux avec les concepts émergents du droit international. Ils ont élargi la définition des preuves admissibles pour inclure les documents administratifs, les photographies et les objets physiques, et établi des protocoles spéciaux pour les témoignages traumatisants. Ces adaptations ont établi des précédents fondamentaux pour le futur droit pénal international. La documentation de ces procès constitue une archive historique inestimable. Les archives comprennent des transcriptions complètes des débats, des déclarations sous serment, des preuves photographiques et des milliers de documents administratifs du camp récupérés avant leur destruction. Ces archives, conservées principalement à l'Institut polonais de la mémoire nationale, au Musée national d'Auschwitz-Birkenau et dans des collections en Israël, aux États-Unis et en Allemagne, fournissent non seulement des preuves juridiques,
mais également des sources primaires essentielles pour la recherche historique. Les aspects médico-légaux des exécutions sont également documentés. Les rapports officiels décrivent les procédures employées, la confirmation médicale du décès et la disposition des restes. Ces documents reflètent un effort délibéré visant à contraster le caractère informel et brutal des massacres d'Auschwitz avec l'application structurée, documentée et légalement sanctionnée de la peine de mort après une procédure régulière. Au cours des années 1950, alors que la guerre froide s'intensifiait, l'intérêt politique pour la poursuite des criminels nazis a diminué dans de nombreuses juridictions occidentales. Certaines gardiennes condamnées à de longues peines de prison ont été libérées prématurément grâce à des amnisties partielles ou pour de prétendues raisons médicales. Cette tendance a suscité une controverse considérable, en particulier parmi les survivants de l'Holocauste et les communautés touchées par l'Holocauste. Les débats sur les commutations de peine continuent d'alimenter les discussions contemporaines sur la justice transitionnelle et la punition appropriée des crimes contre l'humanité. Un héritage important de ces procédures judiciaires a été leur contribution au droit international. Les procès du personnel d'Auschwitz, ainsi que les procès de Nuremberg, ont établi des précédents cruciaux, codifiés plus tard dans la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, 1948, les Conventions de Genève révisées, 1949, et des décennies plus tard, dans le Statut de Rome qui a établi la Cour pénale internationale. Ces processus ont redéfini des concepts fondamentaux tels que la responsabilité du commandement, les ordres supérieurs tels que la défense, la compétence universelle pour certains crimes et la caractérisation juridique du génocide. Ils ont établi que les atrocités de masse étaient justifiables même lorsqu'elles étaient commises dans le cadre juridique national et sur ordre apparemment légitime. Cette évolution juridique représente l'une des avancées les plus significatives du droit international au XXe siècle. Les procès des femmes membres du personnel d'Auschwitz ont particulièrement remis en question les idées stéréotypées sur l'implication des femmes dans les crimes violents. Historiquement, les systèmes juridiques ont eu tendance à traiter les femmes auteurs de violences avec plus de clémence, en supposant une capacité réduite à la violence ou une plus grande vulnérabilité aux influences extérieures. Les tribunaux qui ont jugé les femmes gardes SS ont explicitement rejeté de telles présomptions, appliquant des normes identiques de responsabilité pénale, quel que soit le sexe. Des décennies après ces premiers procès, le système judiciaire a continué à poursuivre les anciens gardiens d'Auschwitz. En 1975, Hermine Braunsteiner-Ryan, connue sous le nom de la jument pour son habitude de tuer les prisonniers à coups de pied, a été extradée des États-Unis vers l'Allemagne de l'Ouest pour répondre des accusations pour son service à Ravensbrück et Majdanek. Son extradition a créé des précédents importants concernant l'impossibilité d'échapper à la responsabilité par la migration. Les procès du personnel d'Auschwitz ont représenté un moment charnière dans l'histoire juridique et morale de l'après-guerre. Ils ont établi que même les crimes les plus extrêmes pouvaient et devaient être poursuivis par le biais de systèmes juridiques formels et non par le biais de représailles extrajudiciaires. Ils ont démontré qu'aucun système idéologique ou politique ne pouvait s'exempter des normes morales fondamentales. Ils ont méticuleusement documenté la nature systématique de l'extermination nazie, contrant ainsi les tentatives futures de déni ou de minimisation. Cependant, ces processus ont également révélé les limites inhérentes à la justice rétributive face à des crimes d'une telle ampleur. Aucune peine, aussi sévère soit-elle, ne pourrait compenser de manière adéquate les souffrances massives causées. Aucune procédure judiciaire ne pourrait ressusciter les victimes ou restaurer les communautés détruites. Et aucune punition ne peut garantir que de telles atrocités ne se reproduiront pas à l'avenir. La réponse judiciaire aux crimes d'Auschwitz a jeté les bases des futurs tribunaux internationaux qui jugeraient les atrocités commises au Rwanda, en Yougoslavie et ailleurs. Chaque nouveau tribunal a affiné ses méthodologies, étendu la protection des témoins et développé des cadres juridiques plus sophistiqués. Mais tous s'appuient sur les précédents établis lors de ces premiers efforts pour rendre justice après l'Holocauste.